Hop. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette conférence sur l'ostéopathie. Vous en avez potentiellement l'habitude maintenant. Je vais vous demander juste d'éteindre les micros. Ce qui a été intéressant sur cette conférence, et on va en profiter d'être sur Teams pour faire ça, c'est de faire un peu questions-réponses. Si jamais vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas. Madame Pika sera à côté sur le chat pour répondre en direct au chat, voilà, pendant la conférence. Et après la conférence, on va essayer de garder un petit temps de questions-réponses pour essayer de vous éclaircir un maximum sur à la fois le métier de l'ostéopathie et sa formation. Je me présente, je m'appelle Nicolas Dewal, je suis coordinateur ostéopathe à l'école d'ostéopathie de Paris à Paris-Montparnasse. Ah, bonjour à tous. Je vous invite à couper les micros pour que ce soit plus entendable pour tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous faire cette présentation, cette conférence, à la fois sur le métier et sur la formation. On essaie d'être relativement concis par rapport à ça. Donc, pour ça, justement, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans la suite directe de cette conférence. Et sinon, d'une manière générale, sur la journée, on sera disponible sur le stand de l'EO Paris pour répondre également à vos questions. Donc, je vais partager avec vous le PowerPoint donc, de présentation qui est ici. Voilà. Diaporama. Voilà. Alors, donc, bienvenue encore une fois à tous et à tous. Donc, le thème de cette conférence, ce sera devenir ostéopathe en 2021. Donc, à la fois les enjeux, à la fois la réglementation, la législation, l'évolution de la législation, le métier en tant que tel, les indications de l'ostéopathie et enfin donc les cursus principaux qui existent pour se former. Avant tout, pour nous, ce qui est essentiel de créer un consensus sur la définition du métier. Alors, juste excusez-moi, est-ce que toi, tu peux accepter les gens en même temps? Parce que moi, je ne les vois pas. Tu vois, parce que j'ai accepté tout le monde, mais ils arrivent au fur et à mesure. Excusez-moi, juste une petite... Normalement, oui. Ouais, merci. Voilà, excusez-moi. Donc, encore une fois, pour les nouveaux arrivants, n'oubliez pas de fermer le micro. L'ostéopathie est une thérapie globale utilisant la main comme seul outil d'analyse et de soins. Elle utilise des techniques variées au service d'un concept prenant en compte l'unité du corps humain et ce, à tout âge de la vie. Elle s'appuie essentiellement sur une connaissance parfaite de la sémiologie et de la physiologie et de l'anatomie. Et on verra tout à l'heure que par décret, le champ de compétences de l'ostéopathie a été vraiment mis en place et l'ostéopathie s'intéresse à ce qu'on appelle les pathologies fonctionnelles. On reviendra un petit peu plus tard dans la présentation sur la définition d'une pathologie fonctionnelle. Un petit peu d'histoire. L'ostéopathie est née le 22 juin 1874 par un chirurgien américain qui s'appelait Andrew Taylor Still, qui a le premier édicté les concepts de cette thérapie originale. Et ce concept a abouti à plusieurs pratiques, à une concept, à une médecine ostéopathique qui a vu naître la première école aux États-Unis également en 1892. Et tout ça, ça se passe à Kirksville, dans le Missouri. Rapidement, l'ostéopathie a conquis les États-Unis de par son efficacité, son originalité et le fait qu'on arrivait à répondre à beaucoup de problématiques. Et en début du XXe siècle, 1917, c'est un Anglais qui s'appelait John Martin Littlejohn qui était un élève de Steele et qui a ramené le concept ostéopathique en Europe pour créer la première école européenne, donc en Angleterre. Dans la continuité, un Français, un physiothérapeute, qui s'appelait M. Paul Génie, à l'époque, a été formé en Angleterre et a ramené par la suite le concept ostéopathique en France pour voir la création des premières écoles dans les années 70, notamment le COS Île-de-France en 1973. Et le COS Île-de-France est une des mères de l'EO Paris, de l'actuel EO Paris, parce que donc, l'EO Paris est issu de la fusion du COS Île-de-France, donc une première école française, avec l'IPO, également créée dans les années 80, pour former aujourd'hui l'EO Paris telle qu'elle est. On a vu en France évoluer beaucoup la législation. Il faut savoir qu'avant 2002, l'ostéopathie était illégale en France et un praticien d'ostéopathe pouvait être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis 2002, et notamment un article de cette loi, l'article 75, qui reconnaît l'ostéopathe et l'ostéopathie comme une profession de première intention.
C'est-à-dire qu'on peut, les patients aujourd'hui ont le droit d'aller consulter un ostéopathe sans avoir forcément vu de médecin ou de spécialiste, donc sans être adressé, il n'y a pas d'ordonnance nécessaire pour aller voir un ostéo aujourd'hui en France. Et cette loi a évolué, premièrement en 2007, où des premiers décrets d'application sont apparus, qui n'étaient pas vraiment bons, ça n'a rien de les détailler, mais en tout cas, ensuite, 2014, des nouveaux décrets qui sont actuellement les décrets qui font fonctionner à la fois le métier et la formation, qui reconnaissent la formation comme un bac+5, donc sanctionné par un mémoire de fin d'études sur 5 ans, et encore une fois, qui ont fait naître des mots comme le mot diagnostic ostéopathique, qui n'existait pas avant, et qui ancrent encore plus l'ostéopathie comme une profession de première intention, et donc, qui dit première intention, dit haut niveau d'autonomie, de responsabilité envers ses patients. Justement, on peut s'appuyer aujourd'hui sur un sondage qui a été publié par l'Institut Odoxa il y a une petite année, là, en septembre 2019, qui reconnaît et qui plébiscite, qui montre en tout cas que le public français plébiscite grandement l'ostéopathie. Il y a un chiffre qui est extrêmement intéressant pour nous, qui nous dit que 85% des sondés considèrent l'ostéopathie comme efficace et croient en son intérêt pour leur santé. Ça, c'est un chiffre qui fait, en tant qu'ostéopathe, qui fait forcément plaisir. Et parallèlement à ça, ce qui est intéressant pour le coup au niveau de la formation, c'est que 48% des Français sondés, en tout cas, disent qu'ils ont consulté un ostéopathe dans les 5 dernières années. Ce qui veut dire qu'il y a presque la moitié, 52% des Français qui n'ont pas vu d'ostéopathe dans les 5 dernières années et donc potentiellement qui n'ont pas d'ostéopathe attitré, j'ai envie de dire. Et ce qui, encore une fois, d'un point de vue de la formation et de l'expérience de croissance du métier, alors qu'on voit le nombre de consultations augmenter quasi exponentiellement, qu'il y a encore une part de marché vraiment intéressante à prendre, entre guillemets, pour les futurs diplômés. Et dans le cadre d'une conférence comme ça sur devenir ostéopathe en 2021, à mon sens, c'était intéressant de mettre ce chiffre en exergue. Aujourd'hui, l'ostéopathie, vous l'a expliqué tout à l'heure, a vu ses référentiels, son encadrement ministériel évoluer, et notamment jusqu'en 2014. Là, vous n'êtes pas sans savoir que normalement, les écoles devraient être réagréées là, pour le mois de juin 2021. Malheureusement, ça aurait dû être en 2020, mais à cause de la crise sanitaire et du contexte, tout a été prorogé. Toutes les écoles agréées aujourd'hui ont vu leur agrément prolongé jusqu'au mois de juin 2021. Toutes les écoles ont dû redéposer un dossier qui sera évalué donc par la commission d'agrément. Et dans cette optique-là, un regroupement d'écoles qui s'appelle la FNESO, la Fédération nationale de l'enseignement supérieur en ostéopathie, avec d'autres structures, notamment le SFDO, qui est un syndicat de professionnels, ou la FEDEO, qui est un syndicat d'étudiants, ont mis en place, ont mandaté le bureau Veritas pour faire des audits d'écoles, c'est-à-dire mettre en place un référentiel qui reprend les 63 critères du référentiel ministériel et proposer à toutes les écoles agréées aujourd'hui qui le souhaitent de se faire auditer par le bureau Veritas, assermenté, certifié par la COFRAC, pour venir vérifier tout simplement si dans les écoles se faisait ce que les écoles avaient déclaré. C'est aujourd'hui la seule certification qui n'est non déclarative, qui se fait in vivo, et malheureusement toutes les écoles aujourd'hui n'ont pas souhaité se faire auditer. Il n'y en a qu'une partie, et sur cette partie, il n'y en a aujourd'hui que 14. J'ai mis 13 sur la slide, mais il y en a une de plus qui s'est fait certifier depuis. Il n'y a que 14 centres de formation aujourd'hui en France qui est certifié par le Bureau Veritas et donc qui bénéficie de cette certification de service qui s'appelle ostéopathie, conformité à la qualité de service de la formation. Tout simplement, ce qui prouve que cette école remplit bien tous les critères du décret, notamment en ce qui concerne l'enseignement et la pratique clinique, qui est un point clé de la qualité de la formation. Justement, la pratique clinique au sein d'une école d'ostéopathie, c'est essentiel. On forme des futurs professionnels, on forme des futurs cliniciens, des futurs praticiens. Donc, on doit être capable de proposer, lors de cette formation, une pratique solide autour de la pratique clinique. Vous voyez affiché sur cette slide l'évolution, la progressivité de l'apprentissage clinique, où la première et la deuxième année sont essentiellement observationnelles,
les étudiants observent, s'immergent dans la pratique clinique en observant les consultations. Et vous voyez qu'à partir de la deuxième année, il y a vraiment un changement qui s'opère. L'étudiant devient praticien, il passe de l'autre côté, il commence à consulter des réels patients au sein des cliniques pédagogiques. Et c'est vraiment essentiel que dans toutes les écoles, on voit des consultations comme ça dès la troisième année. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, ce qui peut expliquer pourquoi certaines n'ont pas voulu se faire auditer. Mais c'est vraiment important pour vous, dans votre choix d'école, que vous fassiez attention à cet aspect-là. Et plus particulièrement à l'EO Paris, on met l'emphase là-dessus et on tient à ce que nos étudiants de troisième année consultent et fassent des consultations en entier, c'est-à-dire de A à Z, donc qui prennent en charge le patient à travers son interrogatoire, son diagnostic et son traitement, même s'ils sont très encadrés par des titulaires, par des ostéopathes titulaires. Ils sont pas du tout en autonomie, ça c'est sûr. Ils ont 1 heure et demie pour faire la consultation, mais en tout cas, ils se positionnent, ils adoptent la posture de thérapeute dès la troisième année, ce qui pour nous, en tant qu'organisme de formation, est essentiel dans l'acquisition de la confiance en soi et donc de la structuration de cette posture de thérapeute qui sera sa posture de professionnel plus tard. Et donc, la quatrième année, on a 450 heures de consultation, quasiment la moitié du cursus. Et en cinquième année, 720 heures de consultation clinique, presque les 3/4 du cursus. Tout ça, dans le référentiel, oblige les écoles à fournir un minimum de 150 consultations à leurs étudiants en cinquième année pour valider leur diplôme. Et encore une fois, c'est pour ça que le nombre de consultations d'une école dans sa clinique pédagogique est extrêmement importante. À l'EO Paris, en tout cas, on sait que ce chiffre est atteint largement et dépassé dans la totalité des cas en cinquième année. Voilà, grâce surtout à notre histoire et à notre ancienneté, qui, comme je l'ai dit, 1973, quasiment presque 50 ans d'existence. On a des cliniques qui fonctionnent bien. On a 2 cliniques, une clinique à Gennevilliers et une clinique aujourd'hui à Montparnasse, qui permettent sans problème de délivrer un maximum de patients à nos étudiants. Le dernier petit thème, c'est une pratique clinique diversifiée. Aujourd'hui, encore une fois, notre expérience et notre capacité à avoir vu évoluer les patients, et évoluer les différentes pratiques, nous amène à un constat. Il faut absolument que dans une école, un centre de formation ostéopathique, on puisse aborder l'ensemble des aspects du métier d'ostéo, l'ensemble des techniques. Et la diversité des techniques enseignées, en tout cas à l'EO Paris, que ce soit structurelle, faciale, crânienne et viscérale, permet aux futurs praticiens issus de l'EO Paris d'être adaptables et efficaces et pour lui permettre de prendre en charge donc, un maximum de pathologies fonctionnelles et surtout un maximum de profils cliniques différents. On a vu les... Bonjour, excusez-moi, n'oubliez pas d'éteindre votre micro quand vous arrivez, merci beaucoup, c'est gentil. Pour aujourd'hui, développer sa patientèle en tant qu'ostéo, même en 2021, et parce qu'on a vu qu'il y a presque un Français sur 2 qui ne consulte pas régulièrement d'ostéo et qui n'a pas d'ostéopathe attitré, on doit être efficace sur un maximum de profils différents. Dès que vous venez de vous installer, votre premier patient, ça peut être un bébé de 2 mois qui vient parce qu'il a des reflux, une secrétaire de direction qui vient parce qu'elle a des maux de tête, des névralgies d'Arnold, une femme enceinte qui vient parce qu'elle a des sciatalgies, un Ruben de 120 kg qui vient parce qu'il est mal rentré dans un ruck et il s'est coincé la nuque. Vous vous rendez bien compte que toutes ces pathologies-là, ce sont pathologies fonctionnelles, ne nécessitent pas les mêmes techniques. Et c'est extrêmement important qu'un jeune praticien, un jeune diplômé, soit capable, en sortant de son école, de maîtriser l'ensemble de ces outils. Parce qu'aujourd'hui, un ostéopathe, c'est un ingénieur anatomiste. C'est un professionnel de première intention à haut niveau de responsabilité. Un bac+5, sanctionné par un clinica et l'assurance d'un mémoire. L'apparition du mot diagnostic ostéopathique dans la loi implique une maîtrise de l'examen clinique et du bilan fonctionnel. L'examen clinique, c'est qu'un ostéopathe doit être capable de différencier la pathologie du patient qui vient le voir. Le patient qui vient le voir, il peut s'être coincé le dos parce qu'il a réparé son robinet et il s'est fait un blocage, ou il peut avoir mal au dos parce qu'il est en train de décompenser une pancréatite, et a fortiori, une pancréatite aiguë ne fait pas partie du champ de compétences ostéopathiques, c'est une maladie organique, mais un ostéopathe, il peut y être confronté et être obligé de connaître les réflexes de réorientation diagnostique, que ce soit aux urgences, en médecine de ville ou chez un spécialiste. Ce qui explique encore aussi pourquoi la formation d'ostéopathie est très exigeante et est en 5 ans
et sanctionné par un mémoire de type donc Master 2. Voilà, si je vous ai beaucoup parlé justement des motifs de consultation ostéopathique, je ne vais pas vous faire le listing, mais je vais vous en évoquer quelques-uns. Ce sont aujourd'hui les motifs pour lesquels les patients viennent consulter des ostéos. On peut en prendre quelques-unes, donc en tout cas des pathologies dont l'étiologie semble être fonctionnelle, voilà, des séquelles d'entorse, des tendinopathies, des lombalgies, des névralgies cervico-brachiales, des troubles circulatoires, un type de congestion veineuse, des ballonnements, des troubles digestifs, des rhinites, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête. Voilà. Si on pourra difficilement être exhaustif, mais c'est important pour vous de savoir aujourd'hui pourquoi les gens viennent consulter les ostéos et pourquoi ils sont à 85% à dire que c'est efficace et qui trouvent un intérêt à leur santé. Alors, je vois que le temps passe très vite. Il faut que je m'arrête à 30 obligatoirement. Ouh là 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 là. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à vos questions tout de suite. Je ne sais pas si Joyce est en train de le faire sur le chat. Voilà, mais sinon, on sera encore une fois disponible sur le stand. Je voulais vous présenter un peu, en tout cas, les projets et les partenariats de Léo Paris. Léo Paris a partenariat avec la première, justement, école anglaise pour permettre à ses étudiants de faire des stages en Angleterre, de valider de la pratique clinique et donc de produire, en fait, un portfolio qui leur permettra de s'inscrire au JOSC pour avoir la possibilité de travailler dans tout le Commonwealth. Pour être aujourd'hui, devenir ostéopathe, il faut avoir 17 ans révolus, avoir le bac. L'admission définitive est subordonnée évidemment à l'obtention du baccalauréat. Nos étudiants sont des bacheliers, c'est aussi des PACES, c'est aussi des étudiants en STAPS, des sportifs de haut niveau ou des personnes en reconversion professionnelle, bien sûr avec une étude du dossier. Et justement, comment se passe cette étude du dossier où l'étudiant, une fois qu'il a déposé l'ensemble de son dossier sur la plateforme ENT, voilà, donc ça s'appelle Wayabi, on évoque et on relève son sérieux, ses motivations, ses qualités individuelles, soit la bienveillance, l'empathie et un degré de passion, en tout cas pour le métier. Évidemment, il faut connaître le métier de l'ostéopathie, ça c'est important, et surtout que le projet professionnel commence à se dessiner. À Léo Paris, on a plusieurs modules d'accompagnement pour les patients, pour les étudiants, pardon, ça c'est une déformation professionnelle, pour les étudiants qui n'ont pas un profil scientifique, que ce soit une terminale d'accompagnement pour les patients, les étudiants, encore une fois, pardon, qui n'ont pas choisi les options de type SVT, physique-chimie en terminale. L'objectif étant de faire une première année qui soit la plus efficace, la plus épanouissante possible. On sait qu'il y a un cursus en première année qui est très médico-scientifique et pour les personnes dont le profil s'éloigne de toute cette approche et de cet enseignement scientifique, c'est compliqué de faire une première année dans les bonnes conditions, surtout si on est motivé. Si on est motivé, le Haut-Paris propose donc soit une terminale d'accompagnement, soit une année de préparation, une année de prépa ostéo où on a une remise à niveau, on a un temps où on va vraiment conforter sa motivation, conforter sa vocation de devenir ostéo. Pour, encore une fois, il n'y a rien de pire que de voir ses espoirs gâchés par une première année trop difficile où les étudiants n'arrivent pas à s'impliquer dans les matières scientifiques, surtout quand ils n'ont pas ce type de formation. Et voilà, je sais qu'il y a des écoles qui refusent des candidats qui ne sont pas essentiellement bac S, en tout cas profil S. À Léo Paris, de par notre histoire, on sait qu'on peut devenir un excellent ostéopathe et gagner excellemment bien, mais en tout cas bien sa vie, même si on a un bac L ou des options ES ou L ou même un bac technique. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'intensité de la formation, l'intensité de la première année, il faut avoir une formation adaptée et en tout cas être accompagné correctement pour ça. Voilà, 30 minutes et 10 secondes. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut continuer sur ça se coupe ou on peut continuer sur la conférence? Non, mais on peut continuer, donc parfait. J'aurais peut-être pas dû aller aussi vite sur la fin, mais en tout cas, voilà, on est encore là. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Je vais ouvrir la fenêtre et on va essayer de vous répondre au mieux. Pouvez-vous me l'envoyer? Merci. Bonjour Sarah, le prix de la formation de notre école est... Ben voilà, bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat. Nous sommes combien? On est 26, donc pour l'instant, effectivement, ce serait un petit peu compliqué directement par le micro. Mais en tout cas, sur le chat, on est là, n'hésitez pas.
Alors, le métier en tant que tel, évidemment, aujourd'hui, un ostéopathe, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un ingénieur anatomiste, un diplôme, un métier, métier du domaine de la santé, diplômé en 5 ans, en Bac plus 5, où donc la possibilité d'exercice est double. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ostéos en libéral, évidemment, mais de plus en plus dans le cadre salarié, soit sur des structures particulières, type clinique privée, même des hôpitaux. Euh, Ah ouais, enfin c'est ouais. Mais en tout cas, si vous avez des questions plus précises sur le métier, c'est avec plaisir que je vous réponds parce que sinon je vais repartir dans une explication. Je parle à Anne. N'hésitez pas. Parce que voilà, quelle est l'intensité de la formation par rapport à la PACES? Alors c'est une bonne question. La grande différence, ça c'est important pour nous, ce n'est pas un concours et on ne veut pas, et ça c'est essentiel, de mettre en compétition nos étudiants. À partir du moment où on les a cooptés, nous on a déjà un numérus à l'inscription. Hein. Donc quand on les a cooptés, on leur explique dès le début, et ça c'est les qualités inhérentes de l'ostéopathie et de l'ostéopathe, voilà, l'empathie, la bienveillance, on leur explique dès le début qu'ils vont pouvoir y arriver ensemble. Donc on fait la guerre justement à cette notion de compétition chez nous. Ce sont des examens, tous les étudiants peuvent y arriver ensemble. Ils sont camarades dans le sens où ils vont travailler ensemble, les uns sur les autres, les uns avec les autres. Quand je dis les uns sur les autres, évidemment, parce que tout ce qui est issu et inhérent à la pratique ostéopathique se fait les uns sur les autres. Donc, non, il y a vraiment un esprit de camaraderie, d'entraide, de bienveillance. Mais tout ça étant dit, la notion d'intensité, si on parle de la quantité de travail, d'assimilation de connaissances, ça, elle est importante. On a dit tout à l'heure, un ostéopathe, c'est un ingénieur anatomiste qui doit maîtriser des matières telles que l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, la sémiologie, la biomécanique, tout simplement parce que c'est son travail et il va avoir besoin de l'utiliser tous les jours ensuite pour traiter ses patients. Mais à partir du moment où on a compris ça, apprendre l'anatomie, ça devient un peu une contrainte. De plus en plus d'ostéos en France, quel avenir pour la profession? Bonjour Emma, très bonne remarque, effectivement. On a vu de toute façon depuis la réglementation autour de 2002, avec plaisir Gaspard, de plus en plus d'ostéos, ça c'est sûr. Alors d'un point de vue quantitatif, aujourd'hui, mine de rien, le sondage de Doxa nous renseigne aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de patients et que les gens vont de plus en plus chez l'ostéo. Il suffit de voir le nombre de consultations qui augmente tous les ans. Après, moi, en tant qu'ostéo, j'ai pas de problème à dire ça. Hein, je travaille dans le 17e. Bien sûr, il y a des ostéos, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais. Alors, c'est horrible ce que je dis, hein, je sais, enfin, je l'assume avec complètement. Il suffit de voir, en fait, tout simplement les témoignages de patients que je vois et qui ont déjà vu des ostéos en amont. Malheureusement, depuis 2007, avec le premier décret qui a été très mauvais pour nous, hein, si je vous l'exprime, en fait, on a pu former des ostéos, en tout cas, des écoles se sont formées et ont eu le droit de former pendant 7 ans des ostéopathes sur 3 ans de formation, ce qui est une ineptie la plus totale. Pourtant, ces gens-là, ils ont eu le droit de mettre leur plaque et de s'inscrire en tant qu'ostéo. Sauf qu'aujourd'hui, le secteur est comme tous les secteurs, hein, relativement concurrentiel, mais c'est un peu comme les avocats, comme les psychologues, comme les architectes, comme les boulangers même. Aujourd'hui, si on est moyen, eh ben, on travaille moyennement et à un moment donné, comme on est sur un métier qui fait du bouche à oreille, quand on est moyen, on ne travaille pas. Ça, c'est un discours qu'il faut avoir, mais tous les secteurs d'activité sont impactés par ça. Hein. À partir du moment où ça devient concurrentiel, ben, si on n'est pas content, on va voir ailleurs. Ben là, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les patients ont évolué, les motifs ont évolué, le nombre d'ostéopathes, lui aussi, augmente. Mais moi, pour avoir discuté, ne serait-ce qu'avec des cardiologues en Paris intramuros, aujourd'hui, sur Doctolib, vous êtes cardiologue, vous avez besoin d'un rendez-vous en cardiologie, vous avez un rendez-vous dans les 24 heures hein, à Paris, parce que le nombre de cardiologues, il est important. Et voilà, c'est pareil. S'ils ne sont pas contents, ils vont voir le cardiologue d'après. Aujourd'hui, sur les ostéos, c'est exactement la même chose. Il faut en avoir conscience. Nous, au niveau de notre projet pédagogique, on en a conscience. On sait aujourd'hui ce qu'il faut, quelles sont les clés pour devenir un bon ostéo. Et ben, on fait ce qu'on peut pour essayer de transmettre ça à nos étudiants. Mais en tout cas, ils sont tous avertis et ils savent, ils ont connaissance de ce qui les attend après. Et aujourd'hui, quand on sort, ce n'est pas le diplôme qui vous fait manger, c'est la qualité de votre pratique et l'excellence de votre compétence thérapeutique qui vous fait manger. Le diplôme en tant que tel, il ne sert pas à grand-chose. Hein. Si derrière, il n'y a pas des vraies compétences, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pardon, donc alors bonjour, je suis en STAPS et en même temps que la terminale, j'ai effectué une année de prépa pour la médecine. En ce qui concerne Zoé, ben, prépa médecine, normalement, effectivement, vous avez fait une préparation dans les matières importantes pour suivre une première année d'ostéo de la meilleure des manières.
Gilwen, bonjour. Faut-il obligatoirement avoir les spécialités LVT et physique-chimie pour pouvoir passer en école d'ostéo sans faire l'année de rattrapage? Alors, ce n'est pas une année de rattrapage, c'est une année de préparation si besoin. Après, si vous avez un profil S scientifique, on peut vous proposer plutôt, non pas une année de rattrapage, mais pour le coup, des modules de rattrapage pendant votre année de terminale, parce qu'effectivement, les spécialités SVT et physique-chimie sont vraiment très importantes pour que les premières années se passent bien. Je vous ai dit parce qu'il y a vraiment un tronc commun médico-scientifique important en biologie cellulaire, en biochimie, en biophysique, en histologie, en embryologie, où vous avez besoin de requérir à des outils que vous avez appris pendant ces spécialités de terminale-là. Mais encore, après, tout se passe évidemment sur l'évaluation du dossier et voilà, on discute ensemble pour voir les meilleures options pour vous permettre de faire une première année dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'était pour Dilwen. Ensuite, Alban, est-ce que c'est accessible à des bacheliers techniques? Pareil, on a des profils de bacheliers techniques qui ont des vraies orientations scientifiques, donc ça, encore une fois, ça se discute, en tout cas, ça s'évalue, la situation de toute façon s'évalue au cas par cas, de toute façon. Voilà, il n'y a pas de manière générale, on essaie de ne pas être rigide, hein, de toute façon, à l'eau Paris de manière générale, donc tout se discute au cas par cas en fonction des situations de chacun. Le prix, merci Joyce pour avoir répondu. Voilà. Alors, je regarde un peu. Alors Emma, je ne sais pas si Emma, vous êtes encore là. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions sur le même sujet, n'hésitez pas, hein, là-dessus. Enfin, en tout cas, si vous avez des éclaircissements. Je vous ai parlé à la fois en tant que formateur et en tant qu'ostéopathe. Donc voilà. Mais c'est une vraie question et à aucun moment, voilà. Oui, voilà, ça marche. À aucun moment on esquive ça parce que pour le coup, non, c'est une vraie question. Bonjour, filière ST2S accessible avec une année préparatoire. Encore une fois, enfin, il faut qu'on, voilà, ben, ça fait partie, si vous voulez, des bacs techniques à orientation scientifique. Il faut faut qu'on voit un dossier. Si vous êtes ST2S avec 16 partout et un bac avec mention, ça se discute. Si, voilà, enfin, encore une fois, en tout cas, ça s'évalue avec le dossier. La différence avec le métier de kiné. Bonjour Léa, merci pour cette question que forcément je m'y attendais, elle est excellente. Alors, le métier de kiné aujourd'hui, c'est un métier un métier paramédical. Comme son nom l'indique, paramédical, ça veut dire que c'est assujetti à la prescription médicale. Donc, un kiné, on va le voir quand on a une prescription, qu'on a vu un médecin avant, qui a posé un diagnostic, et donc qui demande alors, je réponds à Zoé tout de suite, oui, et qui demande donc justement une prise en charge kinésithérapique. La kinésithérapie, c'est de la réathlétisation, c'est de la rééducation, c'est du renforcement musculaire. Alors, c'est des choses qui sont essentielles, hein. Il y a trop de questions, je vous jure que je n'oublie pas. Le nom du diplôme pour pouvoir exercer dans le Commonwealth. Alors, le diplôme, ça reste le diplôme de Léo Paris, mais le praticien est enregistré au GIOSC, c'est le General Osteopathic Council, qui est le registre des ostéopathes britanniques. Et c'est ce registre-là qui est reconnu justement dans tous les pays du Commonwealth. Je reviens sur la différence entre kiné et ostéopathe. Donc le kiné est un praticien paramédical qui exerce dans le concept allopathique, donc qui est sous la dépendance en fait du médecin généraliste ou d'un spécialiste, d'ailleurs ça peut être un chirurgien. C'est un métier essentiel de la réadaptation, de la rééducation, du renforcement musculaire, mais qui est complètement différent du métier d'ostéo, qui également est une thérapie manuelle, même si de moins en moins les kinés ils posent les mains sur les patients. Mais quand on est ostéopathe, on est autonome dans la prise en charge de son patient. On prend son patient de A à Z, il vient pour une plainte, pour un motif de consultation. L'ostéopathe décide de le prendre en charge ou non. Si ce motif de consultation relève de son champ de compétences, donc on a vu tout à l'heure, donc qui est une maladie pas fonctionnelle. Oui, donc on le prend en charge, on fait un interrogatoire, on fait un diagnostic, on pose un bilan, on fait un examen clinique et on propose un traitement plus ou moins sur une, deux, voire trois consultations et on est responsable de cette prise en charge de A à Z. Tous les motifs que je vous ai évoqués tout à l'heure, pour prendre bien le poids, hein, aujourd'hui on va voir l'ostéo quand on a des rhinites, quand on a des maux de tête, quand on a des troubles digestifs, quand on est constipé, quand on a mal à la tête, quand on a des névralgies, quand on a des sciatiques, quand on a des séquelles d'entorse, quand on a des tendinites au genou. Les motifs de consultation sont considérables en ce qui concerne la pathologie fonctionnelle.
Et ce qui n'est pas du tout le métier du kiné. Le kiné, il fait de la rééducation, il fait du renforcement, il fait de la réadaptation fonctionnelle sous la dépendance d'un médecin qui va prescrire. Encore une fois, il y a un partenariat thérapeutique qui peut s'installer, hein. Quand on est ostéopathe, on a besoin que les patients soient bien pris en charge en kiné. De la même manière, moi, pardon. Je travaille beaucoup avec des kinés parce que quand j'ai des patients ils ne sont pas assez bien rééduqués, qui manque de renforcement, bah, je réadresse au médecin qui fait une ordonnance pour de la kiné et réciproquement. On est sur deux métiers qui sont effectivement à la base manuels, mais qui sont pas du tout les mêmes, qui sont basés sur des concepts différents. Le concept ostéopathique, donc le concept de prise en charge globale pour l'ostéopathie, et le concept allopathique, donc un outil du médical pour la kiné. C'est un sujet qui est vraiment passionnant et on pourrait développer encore longtemps là-dessus. J'espère avoir été assez concis et explicite dans mes explications, justement. Mais voilà, c'est deux métiers qui sont complètement différents. C'est important de le comprendre. Je sais que de l'extérieur, au niveau du... Ah, ça, voilà. Je sais qu'au niveau du public, c'est un peu flou des fois, mais c'est important d'être très explicite par rapport à ça. Pardon. Donc Zoé, oui, j'ai répondu à votre question. Ostéopathie est-il un métier d'avenir? Oui, parce qu'encore une fois, le nombre de consultations ne fait qu'augmenter, le nombre de motifs de consultation ne fait qu'augmenter à la fois dans sa quantité et dans sa diversité. Sauf que, et ça, j'insiste dessus, aujourd'hui, si on va voir l'ostéopathe pour des bourdonnements d'oreilles, donc ça s'appelle, euh, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, des bourdonnements d'oreilles ou des maux de tête ou des vertiges, ben voilà, si la qualité de formation elle est pas au rendez-vous derrière et si on n'a pas été formé à l'ensemble des pratiques ostéo et qu'on n'est pas capable de précisément faire le diagnostic, de savoir s'il y a une pathologie sous-jacente ou de réorienter au bon moment, et ben ça ne fonctionnera pas. Et si on n'est pas qualitatif dans sa prise en charge, ben, a fortiori, son carnet de rendez-vous, il n'augmente pas, hein. Ça, il y a une espèce de fatalité autour de ça. Aujourd'hui, on est sur un exercice qui est du bouche à oreille. D'ailleurs, on l'observe, hein, c'est le bouche à oreille qui remplit les cabinets d'ostéo. C'est pas la pub qu'on fait, c'est pas mettre des néons violets sur sa façade, ça fonctionne pas. Il y en a qui le croient, malheureusement, mais ça, c'est important. Et le bouche à oreille, à l'heure aujourd'hui de Google Advice, à l'heure de TripAdvisor, à l'heure de tout ça, ben, c'est que les bonnes choses qu'on conseille à ses amis, à ses collègues de bureau, à sa famille. Donc voilà, c'est quand même quand on est jeune, si on est bon, et ben, la personne qu'on voit, et ben, il n'aura pas envie d'aller ailleurs pour continuer à se faire traiter. Et quand il aura besoin de conseiller un ostéo, ben, il vous conseillera, même si vous êtes diplômé depuis 6 mois ou un an, le problème ne se pose pas. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est diplômé de 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'on va tout rafler autour. Encore une fois, il y a plein de gens qui aujourd'hui vont voir des ostéos qui ne sont pas satisfaits. Et après, et tout simplement, ben, aujourd'hui, comme il y a du monde, ben, ils changent. En plus, ouais, à Doctolib, c'est pas compliqué d'aller voir l'ostéopathe d'à côté ou de la ligne d'en dessous. Donc aujourd'hui, voilà, pour fonctionner, il faut être bon. Hop, bonjour, j'ai entendu dire qu'il y avait énormément d'ostéopathes installés. Est-ce vrai? Ah, alors je tourne un peu en rond, mais c'est avec grand plaisir que. Bonjour, hein, oui, oui, c'est vrai. Il y a aujourd'hui, enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ostéos et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, en partie. Parce qu'en 2007, il y a eu un décret, le premier décret de la loi, qui a autorisé des écoles à former les ostéos en 3 ans, ce qui était une ineptie la plus totale. Et à ce moment-là, les nombres d'écoles ont bourgeonné, ont flambé, et il y a beaucoup d'ostéopathes qui sont arrivés sur le marché entre 2007 et 2014. Mais depuis 2014, ça n'existe plus. Depuis 2014, on est reparti sur une formation en 5 ans, qualitative. Aujourd'hui, il n'y a plus que une trentaine d'écoles autorisées à délivrer le diplôme. Il faut savoir, en 2010, il y en avait 75, ce qui était une aberration. La concurrence, elle existe, c'est aberrant de penser qu'elle n'existe pas, mais elle est saine, en fait, cette concurrence, parce qu'encore une fois, si on s'installe, même si on est jeune et qu'on est bon,
eh ben, les gens qui viennent, ils vont avoir envie de revenir et d'adresser leurs amis et leurs familles. Si vous discutez aujourd'hui avec les architectes, les psychologues, même les avocats, moi je suis dans le 17e encore une fois, et les avocats, ils tirent vraiment la tronche parce que le nombre d'avocats, il a explosé, surtout sur Paris Intramuros, c'est pareil. Sauf que quand on est bon, eh ben, nos patients, nos clients, ils nous adressent. C'est comme ça qu'un adresse, il se crée. On ne peut pas commencer ce métier en se disant que de toute façon, j'aurai un diplôme, quelle que soit l'école, je vais travailler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diplôme aujourd'hui ne fait pas forcément travailler les cabinets d'ostéo. C'est la qualité et la compétence qu'on a acquis pendant les 5 ans d'exercice, la qualité de la pratique clinique, la qualité des techniques enseignées, la qualité du concept. Ça fait de vous un thérapeute, un ostéopathe efficace, qualitatif. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et il faut avoir en tête que justement, la concurrence, elle existe. Mais encore une fois, comme un boulanger qui s'installe sur un centre-ville où il y a déjà 3 boulangers, bah, ça fait 4 boulangers sur un centre-ville. Eh ben, s'il fait du bon pain, il va travailler. Voilà, c'est un peu trivial comme comparaison, mais malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est la stricte vérité. Hop, une dernière question. Alors, attendez, une dernière question. Il est possible de s'installer directement après ses études, mais comment se déroule cette installation? Alors, super question, Zoé, encore une fois. Mais voilà, c'est quelque chose qui font partie des explications qu'on peut vous fournir aussi pendant la journée porte ouverte. Joyce, voilà, on a fait une journée porte ouverte à Léo Paris qui se passera également sur Teams le 16 décembre à 18h ou 18h30, je ne sais plus, 18h30. C'est un mercredi soir. On a en 5e année des modules d'aide à l'installation, d'aide au développement professionnel, que ce soit du marketing, de la gestion, de la fiscalité, de la comptabilité. Parce que quand on est en 5e année, alors on a été très bien formé pour devenir un très bon ostéo, mais à un moment donné, justement, il faut choisir la forme juridique de son entreprise, choisir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se met en auto-entrepreneur, en SAS, en SARL, en BNC. Voilà. Ou alors, si on décide de rentrer dans une structure pour être salarié, il faut savoir faire un entretien d'embauche. Donc, on les forme à ça. Il faut rédiger un CV. On les forme à ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, ça, pour nous, si vous voulez, dans l'optique de la formation, l'installation de nos futurs consoeurs et confrères, de nos diplômés, ça fait vraiment partie de la formation qu'on leur propose sur l'ensemble de ces 5 ans. J'essaie de rattraper un peu en cours. Elle se termine quand? Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Quel dossier attendez-vous de la part d'un candidat en filière S pour être pris dans l'école? Gaspard, bonjour Gaspard, un bon dossier. Non, plus sérieusement. Un dossier, alors, idéalement, les spécialités ciblées, c'est SVT, physique-chimie. Parce que c'est les outils qui vous permettront le mieux de réussir votre première année à travers les différentes matières qui existent et le haut niveau le haut niveau de formation, donc que ce soit dans le rythme de travail, dans l'acquisition des méthodologies de travail. Voilà, une filière S, physique, chimie, SVT, c'est parfait. Maël, merci beaucoup. Je ne me rappelle plus de votre question, mais avec plaisir, je suis content d'y avoir répondu. Les inscriptions se terminent lorsque la tasse au numéro exclusus. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir, Zoé. Et encore une fois, n'hésitez pas, on a l'occasion d'y revenir en journée porte ouverte ou cet après-midi, enfin, dans la journée au niveau du salon sans problème. Voilà. Alors, hop, top, top, top. J'essaie de voir si j'ai pas loupé des trucs. Voilà. Hop. Je rebondis sur Zoé. Est-ce que l'ostéopathie est un métier d'avenir? Si on ne le pensait pas, on ne serait pas là. Hein. À la fois en tant que professionnel et en tant que formateur. Si on est là, c'est parce qu'on a envie de former le mieux possible et qu'on a envie de transmettre et qu'on a cette passion de la transmission et de la pédagogie. Mais ensuite, voilà, le métier, et c'est aujourd'hui parce qu'on est très fiers de notre métier et qu'on a envie qu'il reste à un très haut niveau. Quand on se dit si nous on ne forme pas, il y en aura qui le feront et donc a fortiori on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que la qualité de nos futurs consoeurs et confrères reste toujours au top pour que justement on garde ce plébiscite auprès du public à chaque fois qu'on fait un sondage, qu'on dit ah oui les ostéos c'est bien, plutôt qu'on commence à se dire ah oui mais les ostéos il y en a beaucoup et il y en a beaucoup d'entre eux qui sont moyens. Malheureusement on sait que c'est quelque chose qui est apparu depuis 2007 et on essaye vraiment d'inverser ça et de faire disparaître complètement cette idée reçue où justement il risque que des ostéos peuvent être moyens dans le paysage français, quoi.
Le rythme de travail est-il soutenu, Alban? Très bonne question. La réponse est oui. La réponse est oui. Encore une fois, on est sur un diplôme en 5 ans, donc de type Bac plus 5, de type Master 2, soutenu par donc, un mémoire de fin d'études, avec une école, avec un niveau qui est très élevé. Encore une fois, ce niveau, pour nous, c'est l'assurance de former, donc de mettre sur le marché des ostéos compétents, à la fois efficaces et, encore une fois, safe pour les patients. Notre responsabilité à nous, c'est ça. Donc, le niveau, si on l'élève pas, à la fois au niveau de nos exigences et au niveau de la qualité, eh ben, voilà, c'est nous, en tant qu'organisme de formation, on fait pas notre travail et qu'on remplit pas nos responsabilités. Et ça, c'est inconcevable. À la fois à travers l'ancienneté qu'on a, hein, presque 50 ans, si le Haut-Paris existe encore et la réputation qu'elle a actuellement, c'est pour ça. Donc oui, le niveau de travail est important. Il faut savoir qu'on va s'investir quand on fait une étude d'ostéo. Alors, je vais répondre aux autres questions en même temps, c'est parfait. On sait que c'est des études qui sont longues, qui sont difficiles, mais passionnantes, et ça c'est important, et aussi qui sont chères. Pour répondre à la question, pourquoi le métier d'ostéo au lieu du métier de kiné? Ah, c'était ça la question, pardon, excusez-moi. École payante, oui, évidemment, aujourd'hui, la formation d'ostéo est essentiellement distillée dans des structures privées. Il faut savoir que, j'ai envie de dire, les écoles de kiné, elles sont aussi beaucoup payantes. Il ne faut pas penser que c'est gratuit. Il y en a quelques-unes qui sont publiques, mais la majorité sont payantes. Aujourd'hui, kiné et ostéo, c'est deux métiers, je répète, différents. Je suis désolé pour ceux à qui que j'ai déjà embêté avec ça. Voilà, le métier d'ostéo, c'est un métier d'autonomie autour d'un concept particulier qui prend en charge les pathologies fonctionnelles. Je répète encore une fois, on va voir l'ostéo quand on a mal à la tête, quand on a des troubles digestifs, euh, quand on a des séquelles de tendinite, quand on a bref, les motifs de question, je suis revenu dessus, il y en a énormément aujourd'hui chez les ostéos. La kiné, c'est pas ça. La kiné, c'est pas une thérapeutique, c'est une thérapeutique de rééducation, de renforcement, de réadaptabilité fonctionnelle, réadaptation, pardon, fonctionnelle. On a absolument besoin de bons kinés pour que nos patients soient rééduqués correctement, qu'ils soient renforcés correctement. Et voilà, dans beaucoup de situations, on travaille beaucoup ensemble entre ostéo et kiné, en bonne intelligence, hein, souvent, très souvent même, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes métiers. Il faut vraiment être clair là-dessus. Je sais que dans le public, il y a un peu de flou autour de ça, mais généralement, voilà, quand on a été voir l'ostéo plusieurs fois, on se rend compte que tout de suite, le flou, il se distompe et on se rend compte que c'est pas du tout le même métier. Quelle ambiance y a-t-il dans votre formation? Ah, c'est Gaspard, bonne question. Et c'est pour ça qu'on essaye dans les JPO de faire intervenir beaucoup d'étudiants, parce que c'est eux qui en parlent le plus. Donc plutôt fac, plutôt école, plutôt école évidemment, hein, parce que tout le monde se connaît, hein, aller au Paris de la première à la 5e année. Voilà, on essaie vraiment de faire. Ah bah pardon, excuse-moi Marianne, j'avais pas vu que Madame la directrice avait répondu. Très bien, sa réponse est parfaite. Voilà. Est-ce qu'on peut intégrer les études d'ostéopathie après une autre formation d'infirmier? Alban, oui, bien sûr. Ensuite, après un diplôme d'IFSI, il faut savoir que même après un diplôme d'IFSI, on peut avoir des UE à travers le diplôme d'IFSI qui peuvent être considérés comme validés pour le diplôme d'ostéo, mais on est obligé de refaire des 5 ans, forcément, parce qu'il y a dès la première année des enseignements, des UE spécifiques de l'ostéopathie. Voilà, ça c'est important. Mais en tout cas, voilà, il suffit d'étudier la maquette de votre IFSI, la maquette de votre diplôme, et donc voir s'il y a des UE que vous avez validés pendant votre diplôme d'infirmier qui peut être considéré pour le diplôme d'ostéo. C'est faisable sans problème. Encore une fois, ça s'étudie, mais on doit forcément repartir de la première année parce que dès la première année, il y a des éléments spécifiques à l'ostéopathie qui sont enseignés et qui sont essentiels pour l'exercice de la profession. Zoé. Ah, c'est où? Ah, pardon. Ah, pardon, excuse-moi, Maël. Voilà, je reviens, Maël. Je n'ai pas fait de physique-chimie en première. Que dois-je faire l'année de ma terminale avec votre école? Je conserve l'espagnol, maths et SVT. Alors, maths et SVT, c'est déjà solide, encore une fois. Après, on peut évoquer ensemble, donc je réponds à Maël, le cursus. Donc là, vous êtes en terminale actuellement? Oui, je comprends. Oui, je pense que vous êtes. Là, elle est en première.
Non, je n'ai pas fait de physique-chimie en première. Donc, attends, on a répondu à la question. Ah, en première, très bien. Donc, sur la terminale, donc vous gardez effectivement physique, enfin, SVT, maths, on peut potentiellement vous proposer donc, un module de rattrapage en physique-chimie pendant la première. Formez-vous aussi des kinés? La réponse est non. Rose. Merci, Rose. Voilà. Ah, Marlène Chabert a répondu aussi. Pardon. Mais on peut les prendre en première année, hein, s'ils veulent, par contre. Avec grand plaisir. Voilà. Attendez, je reviens sur le message de Maël. Voilà, clairement. Donc, en terminale, avec donc vos options maths et SVT, on peut vous proposer un module de renforcement en physique-chimie spécial qu'on appelle la terminale ostéo, donc module physique-chimie. Il y a plusieurs modules, il y a le module SVT, module physique-chimie, si nécessaire. Mais encore une fois, ça s'étudie avec votre dossier et la facilité dans laquelle vous allez remplir votre terminale. Ah, enfin, là, ça, on rentre vraiment. On vous invite à envoyer un mail. On va vous envoyer ça par mail. Ça rentre vraiment dans les détails. Pour mail, toujours pareil, en ce qui concerne le module. Voilà, pour continuer à répondre. Donc, la question, on a bien compris, des kinés en complément d'ostéopathie. Juste le mot complément d'ostéopathie me fait un peu mal aux oreilles. Je suis désolé, Rosin, mais voilà, on est un peu ostéopathe. Et l'ostéopathie n'est pas du tout et absolument pas un complément de la kiné. C'est un autre métier à part entière. Et voilà. Donc, en fait, voilà, c'était ma réponse. Désolé, Rose, je ne sais pas si vous êtes kiné, mais en tout cas, voilà, j'adore les kinés, mais justement, c'est deux métiers complètement différents. Et voilà, voilà. Et en tout cas, l'un n'est absolument pas un prérequis à l'autre. Je suis parent. Bonjour Rose. Ben oui, donc très bien. Mais en tout cas, l'un n'est pas du tout un prérequis à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'être kiné, besoin d'être kiné, excusez-moi, pour devenir ostéo. Pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout aujourd'hui, justement, parce que la problématique, on l'observe dans plein de situations. Quand on se forme, en fait, à l'ostéopathie en étant kiné et qu'on décide de rester kiné et de faire ostéopathe en complément, eh ben, c'est le meilleur moyen de se fourvoyer complètement dans la pratique ostéopathique. Et malheureusement, c'est dans ces circonstances-là qu'on a des accidents, qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Voilà. Soit on est ostéo, soit on est kiné. On peut être les deux, mais séparés dans deux cabinets différents, pourquoi pas. Mais utiliser comme ça par des techniques ostéopathiques dans une prise en charge kiné, c'est s'éloigner du concept ostéopathique et a fortiori, souvent, ça ne marche pas bien. Voilà. On est très honnête dans cette présentation. Avec plaisir. Voilà, alors, hop. Donc voilà, n'hésitez pas encore, voilà, très bien. Ah, non, il n'y en a plus. Voilà, est-ce qu'on a loupé des choses? Oui, avec plaisir, mais... Je vous laisse vous rappeler de mon nom et d'aller voir sur Doctolib, mais je ne leur donnerai pas. Vous avez raison, Maël, c'est important de rigoler. Ce diplôme est-il reconnu dans le monde? Peut-on pratiquer dans le monde? Alban, très bonne question. Et c'est pour ça que dans la présentation, j'ai insisté sur la notion de reconnaissance dans le Commonwealth. Alors aujourd'hui, l'ostéopathie aujourd'hui telle qu'elle est référencée en France est un diplôme franco-français. Il n'y a pas comment dire, d'européanisation du diplôme pour l'instant. Pourquoi pas? Mais il faut savoir que le fait que le gouvernement français ait vraiment statué sur un Master 2, sur un Bac plus 5, c'est quelque chose, a fortiori, de très reconnu dans le monde. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut aller travailler avec son diplôme français très facilement parce qu'il est reconnu comme un diplôme vraiment qualitatif. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre, je pense à la Hollande, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Voilà. Il y a des pays qui ont vraiment encore peut-être
un peu plus reconnu l'ostéo. Je pense à la Suisse et je pense aussi à l'Angleterre. Et l'Angleterre, parce que c'est le premier pays qui a reconnu l'ostéo et qui a quasiment universitarisé sa formation. Hein. Et donc, c'est pour ça que le partenariat qu'on a avec l'ISO donc permet à nos étudiants d'aller valider des compétences cliniques et d'aller créer un portfolio, d'aller créer... je suis en train de lire la question, pardon. D'aller valider un portfolio en Angleterre pour faire la demande d'inscription au JIOSC. Et c'est l'inscription au JIOSC qui ensuite facilite beaucoup l'exercice dans tous les pays du Commonwealth. Donc Commonwealth, ça veut dire Canada, donc Canada et Québec, hein, mais c'est la même chose. Ça veut dire Nouvelle-Zélande, Australie, beaucoup de l'Asie du Sud-Est, Singapour. Singapour, Hong Kong, la Corée, enfin voilà, plein de choses intéressantes. Plein de pays. On a des pays qui sont relativement fermés là-dessus, malheureusement. C'est le pays originel de l'ostéopathie, c'est les États-Unis qui ont beaucoup bouleversifié, pour utiliser un nouveau mot, qui ont changé complètement leur approche de l'ostéopathie. Et aujourd'hui, pour être ostéopathe aux États-Unis, il faut être médecin, il faut être passé par la fac de médecine. Et donc, pour le coup, on a beaucoup quand même de gens qui se sont installés aux États-Unis, qui sont obligés d'utiliser un autre mot. Ils appellent ça French ostéopathe ou French, French manipulator, enfin plein de choses bizarres. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que mine de rien, ils s'y retrouvent beaucoup, ils fonctionnent très bien. Parce que malheureusement, en passant comme ça sous la fac de médecine, ils ont vraiment perdu en qualité de prise en charge les ostéopathes américains. Ils se sont fait complètement écraser par les chiropracteurs. Et les Français qui s'installent là-bas et qui proposent l'ostéopathie qui est enseignée en France, en Europe et en France en particulier, fonctionnent très bien. Alors voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai loupées. Donc ça, c'était la seule question. Voilà. Hop, savez-vous si cette convention peut être téléchargée? Je pense, oui. Non, mais elle m'attire toutes et même là, du coup. Alors, vous parlez des écoles d'ostéo, Zoé, je pense, hein. Ouais. Alors, c'est normal, si vous voulez, dans la présentation. Ce qu'il faut faire, c'est venir au JPO, assister à un maximum du JPO, écouter les discours, essayer de discuter avec les étudiants, écouter les projets pédagogiques, tout ça c'est important. Mais voilà, l'objectif pour nous, c'est de vous apporter un maximum de réponses, mais c'est sûr que le choix, il vous appartient et il faut le faire de manière la plus éclairée possible. Encore une fois, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait 14 écoles en France qui sont certifiées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a potentiellement 14 bonnes écoles en France. Elles sont toutes différentes, en grande partie. Dans les 14, nous, il faut savoir qu'il y en a 6 qui font partie de notre groupe, hein, ce qu'on appelle le groupe France Ostéo. On est étalé sur toute la France, donc Strasbourg, Toulouse, Aix-Marseille, Saint-Étienne et Bordeaux. Voilà, nos 6 écoles sont certifiées. Il en reste, si je ne dis pas de bêtises, donc 6 heures, il en reste 8. Oui, 8 qui sont des concurrents, objectivement, mais en tout cas, on sait qu'ils respectent beaucoup de choses, en tout cas, qui ont à peu près les mêmes valeurs ostéopathiques que nous. Mais voilà, c'est sûr, il faut faire un choix. C'est pas simple, je l'entends complètement. Et encore une fois, il faut avoir écouté plusieurs écoles, plusieurs sons de cloche, entre guillemets, pour prendre la décision. Voilà. Chose importante aussi, pour faire le choix, donc évidemment, quand vous déposez votre dossier, quand on vous propose des entretiens, on vous propose aussi, et c'est très important, des journées d'immersion. Venez à l'école, venez discuter avec les étudiants, venez assister à des cours. Pardon. Venez assister à des cours directement avec nos premières, deuxième années. Alors, dans le strict respect du protocole sanitaire, hein, vous venez avec des masques, des gels hydroalcooliques, mais voilà, on peut quand même regarder et discuter, c'est hyper important. On parlait tout à l'heure de l'ambiance dans l'école, la meilleure moyen, c'est de venir y passer 2 heures pour voir à quoi ça ressemble et quelle est l'ambiance, comment s'organisent les cours, comment s'organisent les rotations des étudiants dans les locaux, comment est la clinique, tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes en même temps que vos demandes d'inscription, de dossier, pour encore une fois, prendre des décisions dans les meilleures conditions possibles, de la manière la plus éclairée possible, à venir nous rencontrer, venir faire des journées d'immersion à l'école. Rose qui nous dit, y a-t-il de l'avenir? Alors, j'ai peur de... Je suis également intéressé. Maëlle, oui, on a compris. Y a-t-il de l'avenir pour les ostéos en zone rurale?
Oui, évidemment. Alors, si vous voulez, moi, encore une fois, on travaille beaucoup par exemple par échantillonnage, mais en zone rurale, c'est la même chose en fait. Il y aura forcément une densité plus faible, mais il y a forcément une densité plus faible d'ostéo aussi. Et pareil, si on est bon, et si les gens sont contents et trouvent une efficacité quand ils viennent vous voir, eh ben, il n'y a aucune raison qu'ils aillent ailleurs, en fait. Pareil, c'est exactement pareil qu'à Paris. On a plein d'exemples de gens qui travaillent, je sais pas, au Havre, à Brest, en Corrèze, qui travaillent très très bien, qui gagnent bien leur vie, et des gens qui bossent à Boulogne, dans le 8e, à Levallois, bah, qui gagnent moins bien leur vie. Pourtant, bah, il y a plus de monde, sauf qu'encore une fois, c'est toujours cette histoire de concurrence et d'efficacité par rapport aux patients qui sont la clé en fait de l'exercice. Ça, c'est pour répondre à Rose encore une fois. Oh là là, il y a eu plein de choses, il y a plein de choses. Ah non, c'est là. Ça marche pas avec le petit truc. Y a-t-il la même pression qu'en médecine? On en est là, hein? Ah oui, bonne question, Maëlle, absolument. C'est pour ça qu'on vous propose de venir en immersion. Tous les cours pratiques, et ça c'est un décret de Matignon, hein, du Premier ministre, tous les cours pratiques qui se font en présentiel. Tous les cours d'approche, de palpation, de technique ostéopathique, de diagnostic clinique se font en présentiel. La clinique également fonctionne. Donc nos étudiants, dès la 3e année, ils sont en clinique avec des patients sans problème. Tout ce qui est en distanciel, ce sont uniquement les cours théoriques, que ce soit les CM, cours magistraux théoriques, ou les TD théoriques. Tout ce qui est pratique se fait évidemment en présentiel, encore une fois avec un strict respect du protocole, hein, désinfection, prise de température. Enfin, on les invite à être, comment dire, responsables et de ne pas venir s'ils ont des signes, évidemment. Mais non, en tout cas, on pratique avec le masque, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas, depuis le mois de septembre, même d'août d'ailleurs, il n'y a pas de contamination enregistrée à l'école. Alors, en ce qui concerne la pression liée à la médecine, hein, merci Madame la directrice d'avoir répondu. Évidemment, il n'y a pas la même pression parce que ce n'est pas un concours et il n'y a pas de compétition entre les étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète avec grand plaisir. Tous nos étudiants peuvent réussir ensemble. Et ça fait partie aussi des traits de personnalité et des personnalités, des valeurs qui sont chères à nos yeux en tant qu'ostéo, la notion d'empathie, d'entraide, de bienveillance. Nous, on essaie de la mettre en place et on la met en place d'un point de vue de l'équipe pédagogique et a fortiori entre eux aussi, et que ce soit de la première à la 5e année. Nos étudiants de dernière année, de 4e, 5e année, accompagnent et mettent en place des séances de soutien pour les premières, 2e années dans toutes les matières théoriques, pratiques. C'est du donnant-donnant. Encore une fois, quand on est en première année, c'est toujours intéressant d'être accompagné pour l'acquisition de compétences. Et quand on est en dernière année, bah, si on est capable d'expliquer, c'est qu'on a acquis justement cette compétence. Donc c'est du donnant-donnant et ça fonctionne très bien. Tiens. Pardon. Voilà. Bon. Alors, voilà. Après la terminale, peut-on directement passer en école d'ostéo ou faut-il passer par une autre chose avant? Alors, si vous avez une terminale à profil scientifique, vous pouvez absolument déposer un dossier pour vous inscrire en école d'ostéo. Il n'y a pas de prérequis pour devenir ostéo, alors que ce soit, quand vous dites autre chose, bah, quoi que ce soit en fait, soit kiné ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir un profil de terminale scientifique ou d'orientation scientifique qui, tout simplement, pour vous permettre de faire une première année dans les meilleures conditions possibles. Parce que si votre désir, c'est vraiment de devenir ostéo, bah, y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à appréhender quand on est en première, 2e année. Il y a un gros socle médico-scientifique à acquérir qui fait partie justement des compétences de l'ostéopathe. Et ça nécessite voilà, à la fois des connaissances, des outils scientifiques qu'on acquiert dans les spécialités, ou bah, après une méthodologie de travail, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de prérequis pour devenir ostéo et pour s'inscrire dans les écoles d'ostéo. À quel moment de l'année peut-on postuler? Avec plaisir, Didouane. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois d'octobre. Donc, quand vous voulez, en fait. Quoi qu'il arrive, l'inscription est assujettie à l'obtention du bac, ça c'est sûr. Mais encore une fois, si le projet il est mûri et si vous avez eu le temps de réfléchir, vous pouvez vous postuler dès maintenant
sans problème. Sachant que, comme on l'a dit un peu plus haut, les inscriptions sont terminées quand on a atteint le numérus de l'école. Le numérus de l'école, c'est 400. Il faut savoir que toutes les écoles sont agréées pour un certain nombre d'étudiants global dans l'école. Oui, vous avez tout compris, Léa. Quelles sont quelles sont les moyennes en spécialité physique qui ont été requises? Ah, pardon, je croyais que vous avez parlé. Excusez-moi. Les moyennes requises, ça va dépendre de l'ensemble du profil. Je reviens juste après, pardon, parce que je termine le moment pour postuler dès maintenant. Si la décision est prise, vous pouvez n'hésitez pas à venir nous demander une journée d'immersion rapidement. Il n'y a pas de problème aujourd'hui, sachant que, encore une fois, classiquement, le recrutement s'arrête autour de mars-avril. Pour nous, parce que c'est à ce moment-là qu'on a atteint notre quota. Alors, je reviens sur les moyennes. Les moyennes, ça va dépendre de plein de choses. Les moyennes, on le sait très bien, en terminale, les moyennes sont dépendantes aussi beaucoup du lycée dans lequel vous êtes. Voilà. Ça, Oh, Rose, bonjour. Encore une fois, combien de places à Strasbourg? Alors, j'aime beaucoup nos amis strasbourgeois, hein, c'est des collègues à nous, hein, partie du même réseau. Malheureusement, je n'ai pas sous les yeux du tout leur nombre. Je vous invite à vous rapprocher, mais alors, sinon, si vous pouvez juste attendre, je suis sûr qu'on peut vous les trouver relativement rapidement, mais voilà, malheureusement, je ne les ai pas en tête. Les moyennes, donc, dépendront forcément de l'établissement dans lequel vous êtes actuellement, et ensuite du reste. C'est-à-dire que physique, chimie, SVT, c'est bien, mais par exemple, nous, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est potentiellement en histoire géo, parce que c'est important de savoir là aussi la capacité d'apprentissage par cœur, qui pour nous est importante. L'anatomie, il n'y a pas 50 000 autres solutions. Pour l'apprendre, il faut l'apprendre par cœur. Donc voilà, on regardera aussi les autres moyennes de votre bulletin. Voilà, après, c'est un ensemble. Après, il y a les notes, voilà, la perspective par rapport à la première aussi, qui est intéressante, voir les évolutions. Je ne vous cache pas que moi aussi, quand je fais les entretiens, je regarde beaucoup les commentaires des professeurs, parce que si, voilà, si j'ai un 11 de moyenne, mais quelqu'un qui dit que, un prof qui dit qu'on est motivé et qu'on est bosseur dans un collège, dans un lycée qui est difficile, et qu'on voit que la moyenne globalement de la classe, elle n'est pas loin de 10, bah, ce sera pas voilà, différent que quelqu'un qui a 15, mais si tout le monde est 18 et que le prof dit qu'il est dispersé, qu'il n'est pas attentif, qu'il n'est pas motivé. Enfin, bref, ça, on observe tout l'ensemble du bulletin. Hop. Je peux m'inscrire maintenant car je suis en année de STAPS et passe bientôt mes partiels où il faut. Alors, de toute façon, le processus d'inscription, vous pouvez le faire dès maintenant, sans problème. Après les partiels, alors, sauf si vous avez envie de vous réorienter tout de suite, ça c'est sûr. Mais ensuite, ce qui est intéressant, je vous invite à quand même passer vos partiels de STAPS pour voir si justement, en validant des UE de STAPS, vous pouvez valider ou pas des UE de la première année d'ostéo, ce qui vous permettra de gagner du temps sur l'année prochaine. Alors, même si ça ne représentera peut-être pas beaucoup d'UE, mais il ne faut pas hésiter à faire ça, hein. Enfin, j'espère que j'ai répondu à la question. Je reprends. Ah non, là, comme ça. Où vaut mieux d'avoir mes résultats de mes premiers pour... Non, 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 non. Enfin voilà, non, il n'y a pas besoin d'avoir les résultats des premiers partiels pour la candidature, hein. Pour nous, le profil première terminale compte, même si vous avez... voilà, après, non, non, il n'y a pas de problème. Après, je vous dis, les résultats de vos partiels, ils serviront surtout à savoir si vous pouvez, en validant des UE, valider des UE de la première année d'ostéo. Voilà, donc c'est important, mais là, vous pouvez commencer le processus d'inscription dès maintenant sans problème. C'était pour Zoé. Hop. Est-il de... Oui, Rose. En fait, Rose, vous nous posez des questions qui sont top parce que c'est vraiment des questions. En fait, c'est comme si j'étais en train de faire une journée porte ouverte. Donc, si vous venez mercredi soir, en fait, vous aurez tout pareil. Bien sûr, justement, le réseau France Ostéo, c'est une de ses forces, justement, c'est qu'on peut commencer. Il y a une possibilité de transfert nos étudiants d'une année sur l'autre parce que, encore une fois, on travaille ensemble en bonne intelligence, on partage des bonnes pratiques, on a des maquettes qui ne sont pas identiques, hein, c'est sûr, on a tous nos identités, mais entre Strasbourg, Paris, Toulouse, Bordeaux, Saint-Étienne, Aix-Marseille, on peut absolument commencer une première année à Paris et terminer à Bordeaux sans aucun problème, évidemment, et ça fait partie des forces du réseau France Ostéo.
parce qu'on voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, les opportunités qui évoluent, les mobilités qui sont de plus en plus importantes. Et on peut, voilà, je vous dis, commencer, comme vous le dites, son cursus à Paris et le terminer à Bordeaux, bien sûr. Ouais, très bien. Ouais, exactement. Exactement. Bah voilà, vous avez tout compris, Zoé. Alors, la date de la prochaine JPO, donc ce sera malheureusement encore, je dis malheureusement parce que je préfère toujours faire des JPO en live, mais sur Teams, encore une fois, le 16, mercredi 16 décembre à 18h30. Voilà. Et par contre, enfin, encore une fois, par contre, avec le dépôt de votre dossier, les journées d'immersion, elles, ça peut être, enfin, ça peut être tout le temps, vu que c'est calqué sur l'emploi du temps des étudiants. Alors évidemment, vous avez compris, hein, on limite à une personne par promotion en immersion, évidemment. Ah bah voilà, exactement. C'est exactement pour ça qu'on en a fait une en semaine. Merci pour votre remarque. Merci. Voilà. Sinon, je vous présenter un des coordinateurs pédagogiques de l'école. Ouais, justement, on disait tout à l'heure, la clinique pédagogique fonctionne. Hein, voilà. Monsieur Mathieu Ristor, coordinateur des quatrièmes années et donc actuellement superviseur en clinique avec la tenue officielle 2020, le protocole sanitaire. Merci, monsieur Ristor. Alors, avez-vous des... Donc oui, donc effectivement, ce sera tout le programme de la JPO que je vais dérouler avec vous, Rose, merci. Oui, oui, bien sûr. Donc Léo Paris, alors on a trois types de grands partenariats et de grands stages en cinquième année. Stage sportif, stage hospitalier et stage en entreprise, qui sont pour nous les trois piliers en fait de la pratique ostéo aujourd'hui en France. Et donc encore une fois, dans tout l'optique que je vous ai raconté depuis le début, là, c'est-à-dire de préparer au mieux nos étudiants, nos futurs diplômés à leur exercice de professionnel. Et effectivement, on est en partenariat avec des clubs et des fédérations sportives, que ce soit la FFKMA ou la Fédération française de tennis de... Attends, ah, voilà, je vais prendre ça parce que bêtises. Hop, de tennis de table, la Fédération française de rugby également, et la Fédération française de natation. Alors oui, rugby, on a historiquement, on a beaucoup de liens avec le avec le rugby. Moi-même, j'ai été voilà intervenant ostéopathe dans les équipes de rugby professionnel, en Fédéral 1 en particulier. Mais voilà, et beaucoup de nos enseignants actuels sont intervenants auprès d'équipes de rugby, donc ils emmènent nos étudiants en stage avec eux. Oui, c'est vrai. Après, le rugby, d'une manière générale, c'est un grand pourvoyeur pour l'aspect ostéopathique, hein, et pour la pratique ostéopathique. Il faut savoir qu'il y a presque aujourd'hui plus un seul club, on va dire de la première série jusqu'au top 14, qui ne fait pas, soit de manière régulière ou de manière occasionnelle, appel à un ostéo, ça c'est sûr. Donc il y a un vrai développement à avoir à travers ces différents sports. Alors, je parle de rugby en particulier parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais tous les autres sports co, c'est pareil. Et même dans les fédérations de sport individuels, ça se développe. Il y a trois aspects importants de la prise en charge de l'ostéopathie en sport. C'est la première, la récupération et la guérison post-blessure, où l'apport ostéopathique peut être très efficace là-dedans. La deuxième, c'est la prévention des blessures. Encore une fois, si un schéma est équilibré, c'est un patient qui risque de moins de se blesser tout seul, le fameux claquage ou la fameuse rupture myotendineuse, myoponévrotique qui souvent handicape beaucoup les sportifs. Si on peut le voir un peu en amont, il y a une
vrai intérêt de cette prévention-là. On travaille toujours en partenariat thérapeutique avec les kinés, avec les préparateurs physiques, avec les nutritionnistes, mais ça fonctionne très bien. Le troisième aspect important de l'apport ostéopathique dans le sport, c'est l'optimisation des performances. Mais voilà, ça c'est pareil, pareil, ça peut faire l'objet d'un cours, on peut en parler plein de fois. Mais voilà, forcément, nos étudiants, dès la 4e année, sont confrontés à ça. Il y a des cours spécifiques en 4e année de prise en charge du sportif, donc des modules spécifiques là-dessus, qui sont ensuite mis en application dans les stages proposés en 5e année. Zoé, j'en profite pour j'ai d'autres questions. Après les 5 ans, est-il possible de faire d'autres formations pour se spécialiser? C'est ça. Alors, oui, Zoé, absolument. Alors, encore une fois, le mot spécialisé en ostéopathie, on n'aime pas trop. On parlera de perfectionnement. On préfère. Tout simplement, voilà, je vous parlais du sportif, même si en 4e année et tout au long du cursus, on va, comment dire, préparer nos étudiants à la prise en charge du sportif. La prise en charge du sportif de haut niveau, elle, comme vous le dites bien, ça nécessite d'autres compétences. D'autres compétences, quand je vous parle de partenariat avec le nutritionniste, avec le préparateur sportif, ça nécessite des compétences particulières. Et là, ça peut faire l'objet, effectivement, de ce qu'on appelle de formation post-grade, de formation après le diplôme pour se perfectionner dans ce type de prise en charge. Alors, on peut se perfectionner dans la prise en charge du sportif, dans la gériatrie, dans la prise en charge de la personne âgée, se perfectionner dans la prise en charge des bébés, des enfants, en pédiatrie, dans plein d'autres domaines. Même si, encore une fois, à Léo Paris, on parle de la pédiatrie, on parle de la gériatrie, il y a des modules également spécifiques pour cette prise en charge, mais qui représentent un nombre d'heures qui est assez limité, évidemment. Hein. Si on veut rentrer dans les détails, à chaque fois, c'est intéressant de mettre en place, si on en ressent le besoin, des formations spécifiques de perfectionnement dans ces domaines, ce qu'on appelle effectivement les formations post-grade, et dans les décrets, c'est ce qu'on appelle aussi formation continue. Il faut savoir que les ostéopathes sont dans l'obligation, comme toutes les autres professions d'ailleurs, reconnus, de se former tout au long de leur carrière. C'est ce qu'on appelle la formation continue obligatoire, et ça on peut en faire l'objet, évidemment. J'ai bien compris que la prise en charge des sportifs de haut niveau, ça vous intéressait, surtout avec votre profil de STAPS, hein, Zoé, évidemment. Mais donc, oui, ça en fait vraiment partie. Parfait. Voilà, on est encore combien? Ah, on n'est plus beaucoup. Voilà, donc moi, je peux encore une fois vous inviter à venir nous re-rencontrer à la journée porte ouverte du 16. N'hésitez pas donc à rentrer en contact avec Madame Picard, hein, qui discute avec nous également sur le chat, pour déposer les dossiers, pour demander des journées d'immersion. Encore une fois, c'est l'objectif sur ces études qui sont longues, qui sont chères et qui sont difficiles, c'est qu'évidemment, on ne prend pas du tout à la légère la décision qui est prise quand on décide de se lancer dans ce genre de métier et de formation à ce métier-là. Donc, plus on a des certitudes, plus on a des réponses claires à nos interrogations, mieux c'est. Et notre rôle à ce moment-là, c'est de vous les apporter, ces informations. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à venir aussi aux journées d'immersion pour conforter tout simplement votre vocation. Voilà. Donc voilà, ensuite, si vous avez plus de questions, je vous invite à vous déconnecter. Voilà, avec plaisir, Rose. Merci beaucoup, parce que là, il va falloir qu'on retourne sur le stand. Et donc, je vous dis probablement à bientôt. Merci Maëlle, au revoir, à bientôt également. Avec plaisir, Zoé, merci. Vous aussi, et bon courage. Au revoir, Lilwen. Voilà. Voilà. Parfait. Eh bien, dis donc. Allez, hop, et je termine l'enregistrement. Comment on termine l'enregistrement? Arrêtez l'enregistrement. Voilà.